Soyez les bienvenus à votre émission Afrique et Développement, analyse et discussion des idées, présentée par Kisongo Mbeleulu. Le thème d'aujourd'hui, c'est armes de destruction massive méconnues. Il y a peu d'années, l'expression armes de destruction massive était en vogue, surtout pendant la période où les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Irak. On faisait allusion aux armes biologiques que l'Irak était accusé de détenir et de les utiliser contre sa propre population. Aujourd'hui, Jean Ziegler en a découvert d'autres armes de destruction massive utilisées, cette fois-ci, pas en Irak, mais dans les pays du tiers-monde pour décimer sa population. Ce sont la faim et la dette extérieure. Aujourd'hui, nous basons notre discussion sur le chapitre La faim, tiré du livre Empire de la honte de Jean Ziegler, paru aux éditions Fayard en 2005 en France. Mais avant de continuer, il faut connaître qui est Ziegler. Ziegler, il est né le 19 avril 1934 dans la ville de Thun, en Suisse-Land. Il est ancien professeur de sociologie à l'Université de Genève, à l'Université de Grenoble et de Sorbonne à Paris. Il est membre du comité dit Advisory au Conseil des droits humains des Nations Unies. Il était parlementaire de l'Assemblée fédérale de Suisse-Land de 2008 à 2012 sous l'étiquette du Parti social des démocrates. Aux Nations Unies, il occupe des fonctions de rapporteur spécial sur les droits à la nourriture de 2000 à 2008. Il a écrit de nombreux livres et tenu plusieurs conférences. Si nous parlons de ces livres, il a écrit par exemple L'Empire de la honte dont nous allons parler tout à l'heure. Il a aussi écrit le livre intitulé Retourner les fusils, manuel de sociologie d'opposition. Il a écrit le livre intitulé Le pouvoir africain, Lors du maniement, le seigneur du crime, destruction massive géopolitique de la faim, les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Et enfin, il a écrit un autre livre intitulé Mes bases sur l'Afrique. Donc, Jean Ziegler, c'est une figure de proue, un auteur qualifié qui fait sortir des livres d'une année à l'autre. Mais Jean Ziegler a une phrase qui le caractérise. La phrase est en anglais, on dit que Jean Ziegler est caractérisé par la phrase A child who dies from hunger is a murdered child. Jean Ziegler, quant aux études, il a 2 doctorats. Il a un doctorat en sociologie et il a aussi un doctorat en droit. En 1964, il fut le chauffeur de Che Guevara à Genève. C'est une note qu'il faut aussi avoir dans son profil. Il y a aujourd'hui, selon lui, selon Jean Ziegler, il a observé qu'il y a aujourd'hui un mouvement de reféodalisation du monde. Les grandes puissances se comportent en empire qui imposent leur volonté aux pays moins nantis à travers les grandes sociétés transcontinentales ou encore des sociétés appelées multinationales. Pour imposer leurs dictats et obtenir la soumission des peuples aux intérêts des grandes compagnies de leurs empires, 2 armes de destruction massive sont utilisées. C'est la dette et la faim.
par l'endettement des États, abdiquent leur souveraineté. Et par la faim qui en découle, évidemment, le peuple agonise et renonce à la liberté. Cette formidable machine à broyer et à soumettre ne supporte plus aucune délimitation que le droit international prétendait traditionnellement imposer au rapport entre les États et entre le peuple. Du coup, c'est le régime de la violence structurelle et permanente qui partout gagne du terrain au sud, tandis que le droit international agonise. Nous allons, comme je le disais tout à l'heure, parler d'un chapitre sur la faim dans les livres intitulé « L'Empire de la honte ». Et pour le faire, je ne suis pas seul, j'ai mon invité habituel, Alassane. Alassane, bonjour. Ah, bonjour. Et c'est avec Alassane que nous allons survoler eux-mêmes et discuter certaines idées qui viennent de ces livres. Et ici, avant de continuer, il faut peut-être établir la différence entre certains termes dont nous trouvons dans les livres. Parce que dans les livres, on parle de la faim, on parle de la sous-alimentation, on parle de la malnutrition. Et il faut qu'on se mette clair sur ces termes. Ainsi, la faim, si nous devons parler de la faim, c'est un vif désir de manger dû notamment aux contractions de l'estomac vide. Et lorsque nous allons parler de la faim, il faut le comprendre dans ce contexte. Et cette faim peut être conjoncturelle, peut-être nous allons y revenir. Cette faim peut être, disais-je, conjoncturelle ou structurelle. La sous-alimentation, c'est un manque de calories nécessaires. Lorsque vous mangez, vous êtes généralement demandé d'avoir un certain nombre de calories par jour et par repas. Et si vous n'arrivez pas à totaliser cela, vous êtes sous-alimenté. Et lorsque nous parlons de la malnutrition, ce que vous avez des carences en micronutriments, par exemple les sels minéraux, les vitamines et ainsi de suite. Donc, je voulais tout simplement vous fixer sur ces termes afin que lorsque nous les évoquons, vous les compreniez dans ces contextes. Et beaucoup aujourd'hui, dans les pays du tiers-monde, souffrent de ce qu'on appelle hidden hunger, ou la faim invisible, ou encore la malnutrition. Et là, nous allons maintenant commencer à discuter les problèmes avec mon invité du jour, qui est Alassane. Alassane, pourquoi nous avons toujours la faim en Afrique? Pour que nous puissions dépendre de l'aide extérieure. Bon, merci de m'avoir accordé cette opportunité pour discuter de ce thème qui se rapporte à la faim et puis la dette, ici du livre Empire de la honte. Bon, pour ce qui est du problème de la faim en Afrique, la faim est une conséquence de la dette. Les pays africains et une grande partie des pays asiatiques ont contracté des prêts auprès des institutions financières internationales, des multinationales, au point que repayer la dette leur coûte cher. Pourquoi? Parce qu'on demande trop d'intérêt, oui. Ou comment? Oui, le taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui vient avec ces dettes-là est beaucoup plus fort, est beaucoup plus supérieur à celui qu'on trouve sur le marché financier. Donc, c'est ce qui fait que les pays contracteurs de dettes ou les débiteurs sont obligés de payer beaucoup plus pour le service de la dette. Alors, si tel est le cas, par exemple, pourquoi ces pays doivent accepter de prendre ces dettes avec ces intérêts très faramineux? Oui, mais vous savez,
c'est pas tous les pays qui ont accès au marché financier international. Ça vient avec un certain nombre de régulations. Donc, bon, là où les pays peuvent se tourner facilement et avoir la dette, ce sont ces institutions financières de Bretton Woods que sont le FMI et la Banque mondiale. Donc, bon, quand il se réfère à ces institutions, bon, en même temps, bon, la condition vient avec comment on appelle ça? En plus de certaines conditions exigées, bon, le taux d'intérêt est là, donc les pays sont obligés de supporter. Okay. Bon, donc c'est ce qui fait que bon, ça leur coûte beaucoup plus cher ce service de la dette. Alors, avançons. Si je te comprends très bien, nous avons toujours la faim en Afrique et nous dépendons de l'aide extérieure parce que nous avons contracté de grandes dettes. Oui. Et nous avons parfois du mal à liquider ces dettes parce que les intérêts qui nous sont demandés sont très grands. Voilà, les intérêts sont énormes, si bien que nos pays sont obligés de sacrifier certains programmes de développement des exploitations agricoles et autres infrastructures qui puissent pour justement payer la dette. Pour justement payer et la la dette. dette ne se termine pas. Oui. Donc ça avance tous les jours, tous les jours. Oui. Vous payez une partie, il y a aussi une autre partie qui vous attend. Effectivement, oui. Alors, et à cause de cela, nous avons la faim. Nous avons la faim. Maintenant, évoluons. En quoi cette faim peut devenir une arme de destruction massive? Oui, bon, cette faim se caractérise aussi par la sous-alimentation. Bon, enfin, il y a la faim qui se traduit par une quantité insuffisante de repas, de plats par jour. Et en plus de ça, les aliments qui sont servis à ces individus-là n'ont pas les éléments nécessaires, les éléments nutritifs nécessaires qui puissent entretenir leur corps, l'organisme, le fonctionnement physiologique de l'organisme. Donc, ça fait que bon, ils ont certaines carences, une certaine déficience immunitaire et ils sont vraiment vulnérables à certaines petites maladies, petites infections. Donc, on parle tout simplement de la malnutrition. Oui. Nous sommes... les gens sont mal nourris. Les gens sont mal nourris. Est-ce qu'il y a une conséquence? Et la conséquence, la malnutrition engendre une certaine déficience de choses, comment on appelle ça, du système immunitaire, c'est-à-dire le système qui permet de combattre certaines maladies. Et à ce moment-là, on devient vulnérable. On devient vulnérable à certaines petites infections, maladies, et facilement on meurt sous le coup de ces infections-là. Oui, j'ai vu par exemple, dans certains pays, les enfants souffrir de la kwashiorkor. Oui. Et il y a même l'anémie, même les adultes, ils souffrent de l'anémie. Oui. Et même le rachitisme, la cécité, tout ça, ce sont les conséquences. Oui, ce sont les conséquences de la malnutrition. Et moi, je pense que ces conséquences sont très graves. Oui. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque nous parlons du rachitisme, par exemple, nous ne connaissons pas exactement ce que ça fait. Mais après avoir lu ces livres, nous comprenons que le rachitisme empêche même le développement normal de l'ossature de l'enfant. Oui, et si l'enfant ne peut pas arriver à développer son ossature de la façon dont il faut, ça devient un problème. Il n'est pas vraiment bon. Il n'a pas un enfant normal. Il n'a pas les capacités physiques nécessaires pour être beaucoup plus productif. Beaucoup plus productif. Et au-delà de ça, il y a ils naissent avec certaines malformations et ça aussi, ça devient finalement une charge, soit pour la famille et pour la société en général, parce qu'ils ne produisent pas. Et donc là, ça constitue un danger dans le futur, d'un pays, par exemple. Oui. Donc, si un pays a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les capacités physiques nécessaires, qui n'ont pas développé les capacités physiques nécessaires, ça veut dire que en termes de production, il n'y a pas une grande production et en fait,
et ces enfants même deviennent une charge pour la société. Donc c'est un pays qui est en train de mourir tout Voilà. brièvement. C'est ce qui fait que dans certains pays, tu vois beaucoup d'aveugles qui sont mendiants, des malformés qui sont mendiants, qui mendient au bord de la route. Ils deviennent une charge en fait pour la société, ils ne produisent pas. Tu sais que hier, je lisais un livre et j'ai trouvé une phrase très intéressante où on a dit que un pays qui néglige sa jeunesse, il achète à crédit sa mort. Oui. Hein? Vous comprenez? Et avec des choses comme ça, si nous devons les négliger, nous sommes en train d'acheter la mort de nos pays à crédit. Tôt ou tard, nous allons mourir parce que cette jeunesse que nous négligeons, c'est elle qui est l'avenir de notre pays ou de nos pays respectifs. Bon, si nous continuons, la malnutrition provoque aussi l'anémie. Bon, l'anémie, nous savons que ça attaque le système sanguin et prive la victime d'énergie et de capacités de concentration. Imagine maintenant que vous avez des milliers d'enfants qui sont privés de cette capacité de concentration, qui n'ont pas l'énergie nécessaire. Les enfants dont le système sanguin est attaqué, vous comprenez que ce pays n'a pas d'avenir. Oui, le pays n'a pas d'avenir. Et avec ça, moi je crois que Jean Ziegler a raison de nous dire que la faim, c'est une arme de destruction massive. Oui. Que les gens n'arrivent pas à percevoir parfois. Parfois, nous disons tout simplement que non, c'est la faim, mais on n'arrive pas à évaluer les conséquences de cette faim. Et on trouve que la faim, c'est normal. Là, on trouve que la faim, c'est normal. Alors que la malnutrition endommage même le système cérébral de nos enfants. Parce que si nous sommes mal nourris, nous allons manquer l'iode, par exemple, on va manquer les vitamines A, on va manquer les vitamines B, on va manquer des vitamines C. Et chaque vitamine ou chaque élément joue son rôle dans le fonctionnement physiologique de l'organisme. Dans le fonctionnement physiologique de l'organisme. On nous disait que, par exemple, dans les livres, que si vous manquez l'iode, ou en d'autres termes, l'iode est indispensable à l'équilibre du corps humain. Sinon, il y a une carence qui cause une infirmité mentale irrécupérable. Mais quand vous lisez des choses comme ça, vous avez peur. Et parfois, vous vous demandez, mais que font nos gouvernements pour laisser les gens mourir de faim? On voit des aveugles. Parfois, c'est manque de vitamine A. C'est manque de vitamine A qui développe la cécité, par exemple. Et cette cécité n'est pas soignée, les gens deviennent aveugles. Comment un aveugle va produire dans nos pays? Ici, aux États-Unis, ils produisent. Oui, parce que il y a un système pour les rééduquer. Et tout ça, ça nécessite des fonds. Mais les pays africains n'ont pas ces systèmes. Nous qui n'avons pas de ressources, c'est très difficile pour insérer ces gens dans la société de sorte à ce qu'ils soient productifs. Donc, ils sont en fait des charges inutiles pour la société. Tu sais que, Alassane, j'ai eu peur en lisant ce livre ici. C'est un bon livre qui nous ouvre, les yeux pour voir vraiment la gravité de la faim. Ça nous ouvre les yeux. Et j'ai eu peur quand j'ai lu que la vitamine B, par exemple, la carence de la vitamine B provoque la beriberi. Et cette beriberi détruit les systèmes nerveux. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il ne faut jamais méconnaître, ou disons, il ne faut jamais tolérer la faim, parce que c'est une arme de destruction massive. Il ne faut pas tolérer ça. Il faut que les gens travaillent pour être bien nourris.
Il faut pour être bien nourri. Donc, en lisant le livre, j'ai eu peur. Oui. Et je me demande, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, je vais aussi te lire une phrase que Jean Ziegler a écrit. Je voudrais tout simplement demander votre opinion. Dans cette phrase, Jean Ziegler a dit ceci: le massacre par la sous-alimentation et par la faim de millions d'êtres humains reste le principal scandale du début de ce troisième millénaire. C'est une absurdité, une infamie qu'aucune raison ne saurait justifier, ni aucune politique légitimée. Il s'agit d'un crime contre l'humanité indéfiniment répété. Quelle est votre opinion? Oui, en fait, le droit à l'alimentation est un droit fondamental. Mais s'il pose le problème sous cette forme, bon, ça veut dire que les choses, comme on l'a dit, la faim, la malnutrition, c'est une conséquence de la dette. Yes. Bon, si les pays donateurs, les pays développés savent qu'en annulant la dette, ça ne cause rien, ça ne cause pas vraiment un grand dommage à leur économie, alors pourquoi ne pas le faire pour permettre aux pays endettés d'utiliser ce service de la dette qu'ils devaient payer et développer des infrastructures agricoles, partant de là développer comment on appelle ça, l'agriculture en général, bon, pour produire plus pour la consommation de la population. Donc c'est ce qui parle de crime contre, quand il parle de crime contre l'humanité, bon, de façon indirecte, moi je vois que bon, il veut attaquer ces pays, les créanciers en fait. Il attaque les créanciers. Mais pourquoi ils le font alors que sur le marché financier même, le taux d'intérêt qu'on impose au prêt est moindre que ce qu'on donne aux pays africains. Donc moi, en fait, c'est sur cette base-là, moi, je vois son idée. Oui, en fait, nous avons dit dans l'introduction qu'il y a une phrase qui le caractérise. Oui. Un enfant qui meurt de faim, c'est un enfant tout simplement assassiné. Oui. Hein? Oui. C'est un enfant assassiné. C'est dire qu'il ne faut pas que les gens laissent les enfants mourir de faim. Et tout ce qu'il dit ici, il dit il n'y a aucune raison qui peut légitimer la faim. On ne devrait pas légitimer la faim. D'une manière ou d'une autre, il faut toujours combattre la faim. Et même quelque part dans le chapitre, il dit s'il y a des maladies qui avancent dans des pays africains, dans des pays asiatiques, c'est tout simplement causé par des choses comme ça. La faim. Oui. Ouais, mais en plus de ça, il a mentionné l'exemple du Bangladesh en 2004 qui a connu, comment on appelle ça, une mousson qui a dévasté, qui a détruit les plantations, bon, causé des inondations. Bon, alors que une étude même de la FAO montre que c'est un système qu'on peut maîtriser. C'est un phénomène qu'on peut maîtriser. Bon, le Bangladesh étant pauvre n'a pas suffisamment de ressources pour attaquer ce problème particulier. Donc, si, bon, avec à l'appui le montant de la dette, de ce pays, donc si on pouvait annuler ce service de la dette là, bon, ça pouvait leur permettre de générer suffisamment assez de ressources pour attaquer ce problème. Enfin, c'est un problème de long terme, vous voyez. Donc, c'est pour dire que la corrélation entre faim ou famine et dette est vraiment, c'est une forte corrélation. C'est une forte corrélation. Une forte corrélation entre famine et dette. Famine et dette, ouais. Est-ce qu'il y a moyen que les gens évitent de prendre des dettes aux institutions que vous avez, qui sont communément appelées des Bretton Woods? Oui, bon, en fait, un premier pas serait de même lutter d'abord contre la corruption au niveau dans nos pays. Est-ce que vous voyez? Parce que très souvent même la dette, quand elle est contractée, on voit que ça passe par des circuits qui ne sont pas circuits sur lesquels ils n'étaient même pas destinés.
je veux dire, les structures sur lesquelles ces dettes-là même n'étaient même pas destinées. Donc, si on arrivait à combattre la corruption, bon, ça pouvait quand même générer un peu de revenus. Et je pense aussi que nos pays peuvent compter la diaspora. Si on organise aussi la diaspora, les transferts de fonds, il y a certains pays comme le Mali, le Sénégal, où le transfert de fonds de la diaspora est plus élevé même que l'aide publique au développement. Mais si en fait on organisait cette diaspora-là, bon, ça pouvait aussi pallier à l'insuffisance des fonds au lieu d'aller contracter de grosses sommes. Bon, si on se servait de ça, ça pouvait quand même on peut mettre en place une banque de la diaspora. La diaspora pose l'argent et puis bon, les États peuvent prêter. C'est une idée très riche qu'il faut exploiter ou qu'on peut exploiter si nous avons la bonne volonté. Revenons à l'exemple que vous avez donné, l'exemple de Bangladesh, où la mousson est venue dévaster la culture. Mais avec cet exemple, Jean Ziegler révèle une chose. Il dit que Henry Kissinger a introduit une notion de basket case. Et qu'est-ce qu'il entend par le basket case? Il dit tout simplement que certains pays sont si désespérément bloqués au fond de la corbeille, au fond de l'abîme, qu'aucun espoir n'est permis à leur endroit. Les conditions climatiques, topographiques qui sont les leurs rendent la fin d'une grande partie de leur population à jamais inévitable et empêchent tout développement économique. Leurs habitants, et c'est là où ça devient intéressant, il dit, leurs habitants sont condamnés à vivre une vie de mendicité internationale d'angoisse. Ils sont condamnés à perpétuité. Je demande ton opinion. Est-ce que réellement un pays peut être condamné à perpétuité d'être mendiant? Non, enfin... Il parle de mendiant international. Oui, bon, en fait, on peut vivre dans une situation difficile pendant un certain nombre de temps, mais si, en fait, les gens prennent la décision de sortir de ce carcan-là, de cette situation, mais moi, je pense qu'avec, s'ils mettent en commun leur intelligence, ils peuvent arriver à quelque chose. Bon, ce n'est pas quand même une fatalité. Bon, il dit que c'est une fatalité, mais moi, je trouve que ça... Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Si, en fait, ils essaient de réduire quand même le poids de la dette sur eux, je pense qu'ils peuvent générer des revenus pour ne serait-ce qu'attaquer une partie de ce problème. Ok, parce que nous parlons de l'Afrique et développement. Donc nous sommes obligés d'emmener tout ce que nous avons parlé ici au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil à l'Afrique? Qu'est-ce que nous devons donner comme conseil à nos pays maintenant? Comme nous savons que la faim, c'est une arme de destruction massive due à ses conséquences, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil à nos pays africains? Bon, en fait, ce qui est là comme élément de principe de base, bon, c'est de chercher par tous les moyens à réduire le poids de la dette. Réduire le poids de la dette. Le poids de la dette. Bon, par exemple, quand vous prenez un pays comme le Botswana, bon, le Botswana ne contracte pas, ne fait pas recours au FMI, à la Banque mondiale pour financer ses projets. Ils ont trouvé des moyens eux-mêmes. Ils ont trouvé des moyens. Ils ont trouvé des moyens eux-mêmes. Bon, est-ce qu'il faut recommander que les autres pays africains aillent étudier ce que... Ah oui, c'est une expérience qu'il faut, il faut en profiter. Il faut maximiser. Aller il faut rechercher l'expérience ou les solutions d'où qu'elles viennent. Bon, le Botswana est riche en minerais. Donc, ils ont su faire une très bonne exploitation de ces minéraux-là. Ils ont quand même pu convaincre les multinationales. Ils ont quand même pu bien signer de bons contrats où
bon, ils en tirent leur profit. Et c'est ce que beaucoup de nos pays africains n'ont pas pu faire. Bon, ils ont très souvent signent des contrats avec les multinationales et c'est eux qui prennent vraiment toute la richesse, qui englobe toute la richesse. Et le pays à lui-même ne profite pas. Donc, c'est un élément. S'ils font ça, ils peuvent générer des revenus pour financer le secteur agricole, qui est toujours en difficulté dans nos pays. Jean Ziegler, dans ce chapitre, a aussi parlé des mouvements qu'on appelle Jubilé 2000, qui insistent à ce que les pays nantis, les pays riches, effacent les dettes des pays africains, les pays du tiers-monde. Pas seulement africains, mais les pays du tiers-monde, même des pays asiatiques, des pays de l'Amérique latine aussi. Bon. Comment vous trouvez l'efficacité de ces mouvements? Est-ce que c'est un mouvement qu'il faut encourager ou tout simplement il faut chercher nos propres moyens, comme vous avez parlé de Botswana par exemple? Oui, en fait, moi je pense que le problème il y a le problème n'est pas d'annuler une première fois, mais il faut que quand on annule une première fois, il ne faut pas que les pays recontractent encore beaucoup de dettes. On laisse les pays recontracter beaucoup de dettes. Bon, parce qu'au niveau de la Banque mondiale, du FMI, ils ont le système, c'est pays pauvres très endettés. Il y a un programme comme ça, pays pauvres très endettés. Donc quand ils arrivent à ce seuil d'endettement-là, bon, ils essaient de leur faire des faveurs ou annuler même une partie de la dette. Mais on se rend compte qu'après ces programmes-là, bon, les pays se réendettent encore et puis le même cercle Donc continue. ça devient un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc il faut trouver un moyen pour quitter ce système. Et comme je l'ai dit, certains pays peuvent compter sur leur diaspora, les transferts de fonds. Bon, ça, c'est un élément important. Bon, réduire la corruption à son niveau le plus bas, ça permet de générer des revenus pour financer certains programmes sociaux. Donc, je pense que c'est ce que je vois. Sinon, si on annule la dette et puis les pays repartent recontracter, c'est la même dette encore. Bon, c'est un cercle vicieux et puis on ne progresse pas. Comme le temps passe très vite, arrivons au terme de l'émission. Si tu avais à conclure, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce que nous venons de dire, par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Si tu avais à donner une conclusion comme un conseil aux pays africains, qu'est-ce que tu pourrais dire? On a caractérisé la faim comme étant une arme de destruction silencieuse, massive et silencieuse. Qui n'est pas connue. Qui n'est pas connue. Et c'est pourquoi nous avons intitulé l'émission Armes de destruction massive mais connues. Les gens ne connaissent pas si c'est vraiment... sinon la faim tue autant que les guerres. Donc alors que la faim est une conséquence de la dette. Donc je vais dire que c'est aux pays africains. Les pays africains peuvent se référer de l'expérience du Botswana pour essayer de générer leurs propres fonds. Ça, c'est un. Et deuxièmement, compter sur le transfert de la diaspora, essayer d'organiser la diaspora, combattre la corruption. C'est des éléments qui puissent quand même réduire un tant soit peu la charge de la dette. Et puis, ça va leur permettre de générer des revenus puis financer certains programmes de développement pour le bien-être de la population. Bien dit, chers auditeurs, vous avez suivi la conclusion de notre invité qui est aussi analyste politique. Et c'est avec cette note que nous concluons cette émission. Bye bye et à la prochaine.